Allez, on se casse, mon gars. La sacoche est un peu cassée. Le fleuve a débordé. On est perdu dans la montagne. Ça va être compliqué de se motiver là. On vient de se lever. La tente est full trempax. C'est un peu déprimant. Petit déj et ça part pour Bologne à 3h d'ici. À ce moment du voyage, on s'en parle pas trop avec Jérôme, mais on sait qu'on a fait plus des 3/4 de la traversée. Notre famille nous manque, notre lit nous manque, mais on commence à se rendre compte qu'on a pris le pli, qu'on s'est fait à ce nouveau rythme de vie, qu'il nous plaît, et mine de rien qui va nous manquer quand tout sera fini. Bon, on a tout pacté, on est prêt à y aller. Ah, on va quitter tout ça, tranquillou. Et on est reparti pour le 15e jour de périple. Au programme, rejoindre Bologne, visiter la ville, puis prendre un bus de Bologne à Brescia, au nord, ce qui nous fera arriver de nuit. Ça nous fera faire notre première session nocturne de vélo. On espère pas trop galérer à trouver un lieu pour la nuit. Géro à chaud, moi je me gèle totalement. Ça va faire 10 degrés, mais c'est trop beau. Il y a vraiment les montagnes coincées dans les nuages. Il est même pas 10h du mat. C'est hors du temps un peu. Bon, on a pas mal de kilomètres à faire jusqu'à Bologne, et en attendant, je voudrais vous parler d'un truc. Je vous ai dit que je le ferais, et on y est. Quand on parle d'Italie, on pense souvent à la gastronomie ou à l'histoire, mais on pense aussi à la mafia. On connaît tous des choses plus ou moins vraies sur la mafia italienne, on sait que ça existe, le cinéma s'en est souvent emparé, mais la frontière entre le mythe et la réalité est souvent un peu floue. Pendant ce voyage, j'ai eu l'occasion d'échanger dessus avec quelques habitants locaux, et j'ai découvert que le sujet était plus vaste et complexe que je l'imaginais. On m'a expliqué notamment que si dans le nord de l'Italie ça existe quasiment plus, dans le sud c'est encore quelque chose d'omniprésent et de puissant. Et du coup j'ai voulu un peu mener quelques recherches et démêler le vrai du faux pour qu'on y voit tous plus clair. Donc on est parti pour une petite session docu sur la mafia italienne. Revenons en arrière au 19e siècle en Sicile, avec la naissance de la première grande mafia, la Cosa Nostra. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque le sud est faible autant politiquement qu'économiquement, et la mafia commence comme un réseau de familles qui offrent leur protection aux propriétaires de terres et de commerces en échange d'argent, comme une sorte d'autorité parallèle dans une région rurale où l'État est faible. Quand l'Italie s'unifie en 1861, l'autorité gouvernementale en Sicile se retrouve encore plus affaiblie et permet à la Cosa Nostra de gagner en influence. Petit à petit, elle impose dans la région un système d'extorsion, en exerçant un contrôle social et économique. En gros, ils veulent avoir une part dans tous les business locaux. Ils récupèrent un genre de loyer de la part de tous les commerces. Très vite, d'autres mafias fleurissent à travers le sud de l'Italie, et c'est comme ça qu'on voit naître la mafia napolitaine, la Camorra, ou la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Pardon pour la prononciation, je sais pas comment lire ce truc. 'Ndrangheta. Et toutes ces mafias suivent un modèle assez similaire. Une culture de la famille, une hiérarchie très forte, une utilisation omniprésente de la violence et de l'intimidation, et un de leurs plus gros atouts, l'omerta, plus connu sous le nom de la loi du silence. En gros, quoi qu'il arrive, ne jamais collaborer avec les autorités, ne jamais divulguer d'informations sur les activités criminelles, même si ça concerne des mafias rivales. Chacune de ces mafias s'est formée dans un contexte où, faute de présence gouvernementale dans le sud, elles ont rempli ce rôle, offrant aux populations une présence autoritaire en remplaçant les institutions absentes. Quand le gouvernement italien a voulu reprendre la place qui lui était due, les mafias n'ont tout simplement pas voulu abandonner les positions de pouvoir qu'elles s'étaient appropriées sans broncher. Entre 1860 et 1920, c'est près de 14 millions d'Italiens du Sud qui émigrent, notamment pour les Amériques. C'est les États-Unis qui en reçoivent le plus. Environ 5 millions d'Italiens s'installent sur New York, Boston, Chicago et d'autres villes américaines. Mais revenons un peu à nos mafias. Une fois la main mise sur leurs régions respectives, c'est lors de ces vagues migratoires qu'elles vont continuer leur expansion. Des mafias italo-américaines émergent notamment à New York et Chicago, où des figures comme Al Capone vont se faire connaître. Les mafias italiennes à travers le monde vont prendre de plus en plus d'espace et gagner en pouvoir grâce au trafic de drogue et à la corruption. Un des gros problèmes dans la lutte contre les mafias, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'unité de police spécialisée dans cette lutte.
Et c'est pour ça qu'en 1920, à Palerme, la capitale de la Sicile, plusieurs magistrats s'unissent pour créer une pool anti-mafia afin de mieux lutter en centralisant les informations et en développant des stratégies d'enquête et de poursuite contre les mafias. La Cosa Nostra se sent menacée et finit par montrer les crocs. Et même dans l'illégalité, il y a des limites à ne pas franchir. En 1992, deux événements font changer d'ampleur la lutte contre les mafias. Salvatore Riina, connu sous le nom de Toto Riina, le chef de la Cosa Nostra, fait assassiner à 2 mois d'intervalle les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en mai et juillet, tous deux membres de la pool anti-mafia. Ces événements marquent profondément l'Italie, les mafias perdent le soutien des populations, le gouvernement développe des mesures exceptionnelles, rendent illégales et punissables toute liaison active ou passive avec les mafias, renforce les protections des témoins et des magistrats, développe des unités de police spécialisées dans la lutte anti-mafia et conduit à de fortes coopérations internationales dans la lutte contre leurs activités, notamment entre l'Italie et les États-Unis. Des histoires similaires concernant la mafia, il y en a des tonnes, et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller chercher des documentaires dessus, il y en a pas mal sur YouTube. Aujourd'hui, sur les 3 grandes mafias dont je vous ai parlé, la Cosa Nostra existe encore, mais n'est que l'ombre de ce qu'elle a été. La Camorra, la mafia napolitaine, considérée comme la plus violente, compte toujours des dizaines de clans et reste un gros acteur, tant dans les trafics de drogue que dans l'extorsion et la contrefaçon. La 'Ndrangheta, pardon pour la prononciation terrible, elle a dû se réinventer. Elle est la mafia la plus riche et la plus puissante à ce jour, présente sur tous les continents. Ayant préféré le business au vendetta, elle se fait très discrète, le moins violente possible. Elle contrôle une énorme partie du trafic mondial de cocaïne, grâce à ses liens privilégiés avec des cartels mexicains et colombiens. Très organisée et solidaire, c'est grâce à ses nombreuses connexions avec des élites économiques et politiques à travers le monde que celle qu'on appelle la mafia invisible garde une emprise tentaculaire sur chacun de ses business. J'espère que cette visite brève des mafias italiennes vous a intéressé le temps du trajet jusqu'à Bologne. On vient enfin d'arriver à Florence. Qu'est-ce que je raconte? On vient enfin d'arriver à Bologne. Je connaissais rien de Bologne et je suis choqué. Genre, c'est que des grands bâtiments anciens médiévaux. Les super-héros chez qui nous avons dormi pendant 2 jours à Florence, à savoir Paola et Giuseppe, nous ont parlé d'un super restaurant qui sert la tradition de Bologne. Parce que Bologne, c'est là qu'on a inventé la bolognaise. Mais avant, il y avait les tortellini con ragout. Du coup, on va y aller pour goûter les fameuses Tortellini con ragout. parce que les Tortellini con ragout. sont la spécialité locale et on a envie de savoir plus dessus. Nous avons finalement les fameuses tortellini à ragout. Incroyable. Alors, c'était un repas incroyable, un des meilleurs trucs que j'ai mangé en Italie. Je vous recommande. Donc aujourd'hui on est ici à Bologne et pour rappel il nous reste à trouver 2 indices pour trouver l'Interrotta de Léonard de Vinci. Et donc on s'est rendu à Bologne, on s'est demandé comment trouver le lieu précis où il aurait caché ce papier. On s'est rendu compte qu'à côté de cette basilique il y avait ce petit bâtiment. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il lit Léonard de Vinci à Bologne? Déjà en 1515 il est allé y faire un sommet avec François Ier et le pape Léon X. François Ier venait de reprendre Milan, Léonard de Vinci était un petit peu dans les petits papiers, donc il était monté de Florence. Il est assez lié à Bologne, qui est connue pour être une grande ville universitaire, un peu pionnière de beaucoup de savoirs, une grande référence dans le domaine de la recherche dont Léonard de Vinci s'est beaucoup inspiré. Donc c'est probablement à côté de cette relique que se cache l'indice. Allez viens, pas de timide, on va chercher ensemble. Attends, là il y a du latin. Volum, tu passes. À ta droite, ça veut dire? Oh, mais non. C'est incroyable, il y a un papier juste ici. Nous avons donc fait appel à un opinel qui est une sorte de couteau français très qualitatif pour, sans abîmer le bâtiment, on va réussir à déloger, hop là, ce 5e indice. Ce 5e indice, qu'est-ce qu'il nous dit? On se demande tous. Il dit 0,5,9 guillemets N. Bon, donc on les a presque tous, il ne nous en reste plus qu'un qui se cache à Com, qu'on va aller rejoindre dans 2 jours. Voilà. Donc déjà c'est cool, on a un nouvel indice, on va le mettre avec les autres et l'aventure continue.
Bon, je profite de ce petit moment où j'ai été aux toilettes et où on est au cœur de Bologne pour vous mettre un peu à jour de l'organisation. Il y a eu pas mal de changements de programme. Donc en gros là, d'ici 30 minutes, on va prendre un bus qui va faire Bologne-Brescia. Ensuite on va faire donc à vélo Brescia comme Milan. Pourquoi ce changement? Il y a eu des grosses tempêtes et du coup ces grosses tempêtes ont fait qu'il y a des grosses inondations entre Bologne et Parme. Les inondations sont parties mais du coup il y a beaucoup de routes qui sont abîmées et notamment plus les petits chemins, les petits trucs comme ça que souvent on emprunte. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le bus tout à l'heure. Et aussi deuxième retournement de situation, on a beaucoup de chance finalement parce que hier quand on était à Decathlon à Florence, on a échangé avec un jeune Français qui lui aussi avait fait une traversée de l'Italie, qu'il a été en gros à Florence en Erasmus. Et donc il nous a dit que pendant sa traversée de l'Italie à vélo, il avait créché chez quelqu'un qui avait été adorable, qui les avait accueillis avec son pote. Il m'a envoyé le contact de la dame chez qui il avait dormi. On échangeait avec elle et donc a priori, ce soir, on arrive à 19h40 à Brescia et ensuite on va faire 2 heures de vélo. Donc on va beaucoup rouler de nuit, ça on n'a jamais fait, ça va être un peu relou. Mais du coup on va faire du vélo de nuit pour aller chez cette dame qui nous prêtera des lits et des douches et ça fait plaisir. La suite du programme pour faire court, ça va être 2 jours pour aller à Côme et 1 jour pour aller à Milan. Ensuite on rentrera en France. On est parti pour le petit débrief de Bologne. De toutes les villes qu'on a pu voir, c'est celle qui m'a le plus séduit de toute notre traversée. Il y a une ambiance folle, c'est super vivant, les bâtiments sont trop beaux, et à la différence de Florence, c'est pas les touristes, mais vraiment les Bolonais, oui c'est comme ça qu'on les appelle, qui font ressentir cette énergie. Cette ville a 3 surnoms, la Savante, la Rouge et la Grasse. Savante parce que c'est ici qu'a été créée la première université d'Europe en 1088, et encore aujourd'hui c'est une grande ville étudiante connue pour être progressiste. Rouge tant pour la couleur des bâtiments que pour sa position politique très à gauche depuis plusieurs décennies. Et Grasse, comme on l'a vu à l'instant, parce que c'est une ville de gastronomie, réputée pour ses plats riches comme les tortellini, la bolognaise ou la mortadelle. On est dans le bus et on est coincé sur une aire d'autoroute. La porte ne veut pas se fermer du bus. Il est au téléphone avec un collègue, il a ouvert un truc au plafond. Il est en train de bidouiller des câbles électriques pour fermer la porte. C'est un peu frustrant parce que déjà que de base on devait arriver à 22h et là ça commence à se retarder pas mal donc il a réussi à fermer la porte et elle s'est ouverte direct. Bon, c'est cool, on en profite pour écrire toutes les lettres. J'écris une lettre à Paulin, c'est mon cousin adoré. Big up à toi Paulin. C'est le mec qui m'a filé son bavoir à barbe sur mon podcast sur les Parisiens. Arrivé à Brescia avec 1 heure de retard. On va arriver à 23h chez les gens qui nous accueillent, qui ont probablement autre chose à faire, pour faire cuire nos pâtes chinoises. Et là, on va te faire 2 petites heures de vélo tranquillou, parce qu'on aime l'aventure, qu'on aime la fatigue aussi. En vrai, c'est faux, on est jamais fatigué, on s'en fout. C'est un kiff. On se casse de Brescia pour 40 km, on mange et on dodo. Bon en vrai, je vais pas vous mentir, j'appréhendais un peu l'étape de nuit. Physiquement, on est totalement à bout. De nuit, tu vois pas les défauts de la route et quand t'es chargé avec plus de 20 kg d'affaires, tu ressens chaque nid de poule puissance 10. Et au final, c'est un des moments qu'on a préféré. Pendant la majorité du trajet, on était sur des routes de campagne, dans la nuit noire. J'ai pas trop filmé parce qu'on voyait rien. 0 lampadaire, aucun bruit mis à part le pneu qui roule sur la route et le son du vent. On avait littéralement l'impression d'être seul au monde. Bon, il va accélérer, Grand-Père. En plus, on voyait pas à 5 mètres devant nous, on n'avait pas trop de repères spatio-temporels, on avait un peu une sensation de démence. C'était assez incroyable. Bon les gars, à ce point-là, c'est tout simplement grave ce qui se passe. On a charbonné, on s'est pété les cuisses. 40 km en 1h45. Bref, on a charbonné comme des oufs. Du coup, on vient d'arriver dans la maison où ils nous accueillent. Donc ça, c'est le garage qu'ils ont ouvert pour nous. Par là-bas, il y a... Comment elle s'appelle? Diana. Donc par là-bas, il y a Diana, qui est la propriétaire. Donc en gros, c'est une famille avec Diana, son mari et leur enfant. Diana est actuellement en train de nous faire des pâtes à la carbonara à 23h30. Pendant que nous, on va aller prendre une douche. Voici notre chambre de fortune. Bon, ils auraient pu faire un petit effort quand même. Hein. Pas des chiens, mais bon. C'est un hôtel, frère. On se retrouve accueillis dans un hôtel. C'est génial. Et regardez-moi ça. On a un lit de ouf. On va prendre une douche. Il y a des gens dans ce monde, ils sont d'une gentillesse dingue. Ce n'est pas censé exister. On arrive, elle nous dit vous avez mangé? Donc on dit non mais vous inquiétez pas, on a des pâtes chinoises, on peut juste faire bouillir de l'eau. Elle dit non,
Pâte Pacino sous mon toit. Il y a des pâtes italiennes ici, mon pote. Elle a sorti les œufs, elle a sorti les joues de porc. Ça, les gars, un jogos. Partir, oui, mais avec un jogging. Parce qu'après une longue journée où t'es là, tu pédales comme un zinzin. Alors un petit jogos et un petit slip parachute, je nous encourage tous à le faire. Et demain, c'est cool parce que petite grasse matinée. Voilà, on se l'offre. Ça fait 40 km sur une journée qui était prévue le lendemain. C'est sur ces belles paroles et sur ces beaux plans que je vais vous laisser. Et qu'avec Jérôme, on va aller manger les pâtes carbonara incroyables de notre hôte incroyable. Ensuite, on va aller se pioter. On se réveille chez des inconnus. Oh! Là, ça commence à être un peu la merde. J'allais dire on a vécu pire, mais c'est pas sûr. C'est un rond-point, ça?